Yes, vas-y. Yes, vas-y. Yes, vas-y. Salut à tous, c'est le 13-30, on est mercredi, du coup c'est normal, c'est le 13-30, c'est toutes les semaines. Cette semaine je suis avec Lionel Dimitrievitch, je le dis de mieux en mieux, comment vas-tu? Salut Steve, ça va bien et toi? Bonjour à tous. Ça va, je suis avec mes cartons, regardez, hop, on a bientôt touché le plafond, on est pas mal, on est pas mal. Donc combien encore je dirais 5 semaines avant le déménagement, ça va être dingue, et surtout après, c'est la question, c'est est-ce qu'on va avoir du réseau, est-ce que tout va marcher, tout ça, rien n'est moins Ça, sûr. c'est les inconnus du déménagement. Tu Exactement. vas Si vous avez t'amuser. été un fidèle. Salut, il y a Jou Chéri sur le chat. Si vous êtes un fidèle du 1330, vous savez qu'on a eu un épisode sur GraphQL il y a quelques semaines. Et là, on vient pour la suite. Mais vous inquiétez pas, on va vous donner quand même le Previously on le 1330 pour savoir un petit peu où on en était. Et puis, on va aller encore plus loin. Vas-y, tu peux lancer les premières slides si tu veux, Lionel. Exactement. Donc merci pour l'intro Steve. Effectivement, on a fait une première session donc, qui est disponible en replay sur GraphQL où on avait posé quelques bases, expliqué un petit peu ce qu'était GraphQL et puis utiliser un framework .NET qui s'appelle Hot Chocolate et qui nous permet de faire du GraphQL assez facilement. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un petit peu plus loin. J'avais proposé lors de la première vidéo qu'on fasse un petit projet suivi. Donc je vais revenir dessus, vous remontrer un petit peu ce qui est prévu de faire. Donc voilà. Le but, c'est que moi j'aime bien un petit peu, j'avais peut-être déjà expliqué, j'aime bien un petit peu tout ce qui est fichier EPUB, etc. Enfin tout ce qui est livre Mhm. dématérialisé. Et donc le but, ça va être de se créer une petite librairie de fichiers EPUB en utilisant un serveur GraphQL pour pouvoir requêter. Et puis derrière, ça nous permettra d'aller taquiner un petit peu les services Azure et d'aller regarder un petit peu ce que ça fait. Donc un storage blob, des Azure Functions, une base de données SQL, voilà, ça c'est du classique. Et puis un front en Angular. Avec un modèle de données qui est relativement simple, puisqu'on va avoir un livre qui a des auteurs, une langue, fait partie d'une série et un éditeur. Donc voilà, ça c'est le projet exemple sur lequel je dirais, on va avancer sur plusieurs 1330. Donc on a fait une petite introduction à GraphQL la dernière fois. On va aller un petit peu plus loin cette fois-ci dans l'utilisation du framework Hot Chocolate. Et puis on va regarder aussi ce qui se passe au niveau de la base de données quand on utilise GraphQL, parce que la dernière fois j'avais montré qu'on faisait du tri, qu'on faisait des filtres, etc. Et ce qui va être intéressant, ça va être de voir concrètement comment ça se transforme en requête SQL, tout ça derrière, parce que tout vient de la base de données in fine. Donc voilà pour le projet exemple. Et puis du coup, un petit rappel sur Hot Chocolate. Donc Hot Chocolate, c'est un framework qui est gratuit, qui est disponible. Alors si vous le tapez dans Google, tapez bien Hot Chocolate GraphQL, parce que sinon vous allez tomber sur des chocolats liégeois, viennois et compagnie, évidemment. Ou Et, d'autres trucs euh, hot. Exactement. Donc du coup, pensez à taper GraphQL. Il y a une documentation qui est assez fournie, qui est plutôt pas mal faite et qui explique pas mal de concepts. Donc que je reprends ici en fait pour vous les expliquer. Donc le but, c'est de mettre en fait un serveur GraphQL au centre de nos applications. Et ce serveur GraphQL, il va pouvoir, comme c'est montré ici, s'appuyer sur des bases de données, sur d'autres API, pourquoi pas, ou sur des API REST, sur d'autres API GraphQL ou sur d'autres API REST. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, je vous montre rapidement le code où on en était plus ou moins. On avait un code, alors c'est sur la partie Solution Explorer, je suis désolé, je ne peux pas Attention, la zoomer celle-ci. on passe sur la partie code déjà? Non, je présente. Non, Ah pas oui, du encore, coup, c'est il y a juste un une petit écran peu. Non, non, c'est petit. pas grave, ça marche comme ça, c'est bien, c'est bien. Bon, C'est comme ça. juste pour expliquer, voilà, on a une application web, tout simplement, Mhm. une appli .NET 6, qui va être notre partie frontale. Et puis derrière, on a une petite architecture voilà, qui nous permet d'avoir une application domaine, infrastructure. Et puis notre base de données ici, qui est un projet SQL. L'avantage d'avoir un projet SQL, c'est qu'on va pouvoir en fait faire de l'intégration continue avec notre base de données assez facilement. Donc c'est pour ça que je choisis ce type de projet pour ça. Mhm. Et on n'avait pas grand-chose dans notre projet jusqu'à présent, puisqu'on avait Book Queries, donc qui nous permettait de requêter les livres, et puis un autre élément qui nous permet de requêter les auteurs qu'on n'a pas développé encore pour le moment.
Évidemment, on va pas faire tous les développements pendant le 13-30, hein, moi je les avance en parallèle. Et puis on s'appuie dessus. Et donc ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est qu'on avait utilisé des attributs use sorting, use filtering ici pour nous permettre de filtrer et de trier nos données directement. On a vu que ça fonctionnait out of the box comme ça, donc ça c'est pas mal. Puis on va aller regarder après ce que ça fait au niveau back. Une fois qu'on a dit ça, on va aller rentrer un petit peu plus dans les concepts de Hot Chocolate. En fait, comprendre comment ça fonctionne. Une requête, on l'avait vu, c'est un format qui, on va dire, ressemble grosso modo à du JSON. Alors sur le format d'écriture, hein, rien à voir avec le JSON, mais c'est un format avec voilà, les accolades, des étiquettes et puis des éléments qui correspondent aux étiquettes. Et en fait, comment ça fonctionne? Alors si je fais une requête livre, donc on va avoir notre requête qui va être le premier élément, qui va être le premier nœud, et puis dans le livre, je vais pouvoir avoir son ID, son nom. Alors c'est title, je crois, je me suis trompé quand j'ai fait le schéma. Title, bref, peu importe. Et puis on va pouvoir avoir un auteur, et cet auteur lui-même va avoir un ID, il va avoir un prénom, il va avoir un nom. Et en fait, chaque bloc ici qu'on voit, ça va passer par un résolver au niveau du framework Hot Chocolate, c'est-à-dire qu'on va avoir un mécanisme qui va nous permettre de résoudre le champ ou l'objet qu'on veut récupérer. Et pour chaque nœud, on va automatiquement créer un résolver par défaut, même si on ne fait rien manuellement. C'est-à-dire que dans le code que j'avais fait la dernière fois, j'ai pas créé de résolver. En fait, c'est Hot Chocolate qui me les crée automatiquement et qui va les lancer. Alors, on va pouvoir les customiser, hein, c'est ce qu'on va voir très rapidement. On va pouvoir customiser les résolvers. Il faut cependant prendre un point important en considération, c'est que les éléments sont exécutés en parallèle et que en fait on ne pourra pas obtenir la valeur de ID ici si on n'a pas résolu author ici. Donc l'ordre a une importance et ça part du début et puis on va de gauche à droite en fait si on regarde ce schéma. Donc je vais passer sur du code, Steve, en si tu veux me séquentiel faire du une coup. petite transition. Hop, C'est parti. Hop là, le code. voilà. Ne vous inquiétez pas si vous me voyez plus, c'est pas grave. Je reviendrai tout à l'heure. Ouais, Steve, il fait des apparitions comme ça. Alors, Ouais. du coup, sur le code, on est sur notre book queries. Et en fait, je vous disais, voilà, le resolver, il va fonctionner tout seul. Et donc, on va voir comment on va pouvoir customiser ce resolver. Alors, je ne sais plus trop où je l'ai mis. Si, c'est là, dans BookType. En fait, comment on va pouvoir customiser ça? On va en fait étendre un objet générique qui s'appelle ObjectType, enfin une classe générique ObjectType, et on va lui dire c'est un ObjectType Book. Alors ça, il faut savoir que c'est fait en fait de manière transparente, c'est-à-dire que si on le fait pas, en fait, GraphQL, enfin le Hot Chocolate va nous le faire automatiquement. D'accord, donc c'est des éléments qui vont être créés sans même qu'on se rende compte. Et en fait, dans ObjectType, on va avoir une fonction qui s'appelle configure, qui est donc à surcharger avec un petit descriptor. Et en fait, ici, on va pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut. Si je tape descriptor, ici, je vais pouvoir taper par exemple pour un champ. Je vais lui expliquer comment en fait ce champ va se résoudre. D'accord, donc là je vais prendre par exemple le title, puisqu'on a vu ça tout à l'heure. Title. Et puis derrière, je vais lui mettre resolve. Donc pareil, c'est un callback. Donc on a un contexte en paramètres qu'on peut passer. Et ici, on va faire un truc tout simple, c'est qu'on va juste renvoyer la valeur test. D'accord? Donc là, je pense que tout le monde devine un petit peu ce qui va se passer, mais je vais le lancer pour qu'on le voit. En fait, à chaque fois qu'on va avoir title, en fait, la valeur de retour, ça va être test. Et on va juste le lancer pour le plaisir, pour vérifier que ça marche bien. C'est ce qu'on aime bien, ça. Pardon? C'est ce qu'on aime bien, vas-y. Ouais. Hop là. Connectez-vous à votre compte. Voilà, donc là, on a démarré là-dessus. Je vais prendre une autre query. Ce sera plus simple. Voilà. Donc on fait du GraphQL, toujours la même chose, query, et puis là on va lui demander la liste des livres, et je veux avoir l'ID et le title. Vous voyez, c'est pas très compliqué à taper. Je dirais même que c'est limite plus simple que du SQL. Et quand on va le lancer, je croise les doigts, et vous voyez bien que pour chaque livre, en fait, on va bien récupérer un test au niveau du title. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'en gros, on va pouvoir adapter finalement la réponse à ce qu'on veut. Et puis on va pouvoir aller plus loin que le simple resolve. Et là, je vais rebasculer sur les slides. Puisque alors, après attends. les resolve. Le mec repasse sur les slides, attention. Me revoilà. Et les slides avec, vas-y, c'est bon. Super.
Donc les résolvers, c'est un premier niveau où on va pouvoir customiser la réponse, mais il y a un niveau qui est plus intéressant, c'est la partie middleware en fait. Alors les middleware, ça va fonctionner de la même manière que ce qu'on a sur le pipeline .NET, où on va avoir en fait des éléments qui vont venir se mettre les uns à la suite des autres dans la requête et qui vont s'exécuter. Alors, il faut savoir que ce qu'on a vu, tri, pagination, filtre, et cetera, les attributs qu'on a pu mettre, ce sont des middleware, en fait, concrètement. Et donc, en fait, il se passe quoi? Donc, quand la requête arrive, on passe par un premier middleware qui va exécuter du code, appelé next pour passer au suivant. Donc, on va réexécuter un autre middleware. Ils sont tous middleware 1 d'ailleurs. Ici, j'aurais peut-être dû mettre 2, 3 quand même. Mais bon, on comprend le principe. Et donc, à chaque fois, on va faire next, on va au suivant, on va au suivant. Et on arrive in fine sur le resolver, donc sur le fameux test qu'on a fait là. Et puis après, le message, il retourne, la réponse revient. Et donc, on voit que dans chaque resolver, on va pouvoir, dans chaque middleware, pardon, on va pouvoir modifier la réponse au fur et à mesure que ça avance. Donc là aussi, pareil, l'ordre, il est quand même très important. Parce que imaginez que votre middleware qui se trouve ici, donc l'avant-dernier avant le dernier avant le resolver, qu'on mette Le la 3. pagination dessus Mhm. et qu'on mette le filtre ici en amont. Ce qui va se passer en fait, c'est qu'on va donc parcourir toute cette partie-là, on va résoudre le nœud, le résultat va revenir, là on va faire de la pagination, donc on va paginer le résultat complet, et puis ensuite on va filtrer sur la pagination, ce qui n'est pas forcément ce qu'on Mhm. souhaite faire, on souhaite plutôt Effectivement. filtrer d'abord et ensuite paginer. Donc d'où l'importance de l'ordre dans lequel on va mettre ces middleware. Donc c'est assez important et il faut savoir que dans le code, du coup, si on peut rebasculer côté code, C'est parti. Steve, parce que comme ça on va faire Je suis là pour ça, également, on va t'inquiète. mettre en place un middleware. Si on regarde notre partie queries ici, hop là, l'ordre qui est affiché ici au niveau des attributs a son importance, donc il faut les mettre dans le bon ordre à ce niveau-là aussi. Ça, c'est la petite, Ah oui. subtilité, Oh, c'est assez ça bizarre. c'est important, ça. Ouais, et c'est assez bizarre en fait, cette façon-là. Alors je sais qu'ils sont en train de travailler dessus pour le corriger, pour que ce soit pris de manière dynamique. Mhm. Là, c'est pas le cas et il y a un ordre dans la documentation, c'est bien marqué, hein. Attention, il faut respecter l'ordre, entre pagination, tri, et Ok. filtre. Donc très important le respect de cet ordre. Bon, nous ce qu'on va faire, là c'était bien gentil d'avoir fait, de retourner un petit test. Moi ce que je voudrais, c'est que les titres, de mes livres soient tous en majuscules. D'accord? Donc on va, typiquement reprendre, alors du coup je pense que si je repartage, ça gêne pas normalement, voilà, c'est peut-être un petit peu plus gros. Si je reprends, cette slide, moi je souhaiterais mettre un middleware ici en fait, qui fait que quand, je vais avoir le champ qui va revenir, je mets tout en majuscule au retour. Donc ça, c'est pas très compliqué à faire. On va pouvoir rester à ce niveau-là. Alors on va pouvoir après aller plus loin, mettre ça dans des classes et faire des attributs comme c'est fait pour le sort et le filtre. Mais ici, on va créer le middleware inline exactement de la même manière qu'on peut le faire en .NET, hein, dans le Startup CS ou Programme CS, ça dépend des versions. Et donc ici, on va mettre next, donc c'est notre fameuse fonction qui va permettre de passer à la suite. Ici, on renvoie un autre contexte, récupérer le contexte, donc ça change pas grand chose. Mhm. Et puis ici, j'ai ma véritable fonction, mon middleware, et en fait vous allez voir, c'est relativement simple. Alors vu qu'on passe, on a dit que on va rien faire à l'aller, en fait sur le message avant d'arriver dans le résolveur, on va rien faire. Donc la première chose qu'on va faire, en fait, c'est appeler next, c'est appeler directement l'élément suivant, alors soit le middleware suivant, soit le résolveur en fonction de où on est dans le pipeline. Peut-être un await dessus, voilà, peut-être pour ça qu'il râle. Voilà. Donc là, on va appeler le middleware ou le réserveur suivant. Et puis, dans la suite du code, en fait, c'est le chemin retour. Et donc, c'est là où on va commencer à modifier notre réponse. Et donc là, on va récupérer le contexte. On va lui dire, est-ce que le résultat... Voilà. Alors, on va lui dire, est-ce que c'est une chaîne de caractères? Parce que j'ai besoin de savoir que c'est une chaîne de caractères, parce que par défaut, c'est un objet. Et puis, je vais utiliser cette syntaxe-là pour mettre mon title. Donc la chaîne de caractères result va se retrouver en fait on va valider que c'est une chaîne de caractères déjà, le result, et si c'est bien une chaîne de caractères, on va le retrouver dans T. Et donc du coup ici, j'ai juste à faire contexte. Alors c'est un peu moche, je trouve, de faire une réécriture comme ça, c'est-à-dire qu'en fait on va muter l'objet, et ça Mhm. c'est pas top, mais bon, c'est comme ça. Et puis là on va lui dire to upper invariant, voilà, à privilégier, hein, par rapport au to upper.
Et donc là, j'ai fait mon middleware. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Alors celui-ci est très simple. On va pouvoir aller beaucoup plus loin, évidemment, dans ce qu'on fait. Mais ici, on a du code, hein, donc on fait exactement ce qu'on veut. Et donc là, si je le relance, on va voir la magie du middleware. On est tous suspendus à cette exécution. Ouais, ouais, t'as raison. Tu vas voir, c'est assez magique. Mais bon, je vous ai déjà annoncé le résultat. Donc du coup, Oui, non, mais on n'est pas sûr. Attends. c'est pas intéressant. C'est juste pour montrer que ça fonctionne bien. Donc là, voilà, ça tourne. Et vous voyez que ici, tous les titres sont passés automatiquement en majuscule. Joli. Voilà. Et du coup, on n'a plus le test, on n'a plus le fameux test. Alors, je refais pas l'exemple sans le upper invariant pour montrer qu'avant c'était bien en minuscule. Ouais. Non, c'est voilà. Faites-moi confiance, les données ne sont pas Ah, dans la casse y a pas en quelqu'un qui majuscule. réécrit le truc à la main derrière, Non, 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 il vite n'y a fait. pas de petit lutin derrière. C'est vraiment ce bout de code-là qui fonctionne. Donc là, on voit bien le middleware. Voilà, on va pouvoir intervenir un petit peu partout. On va pouvoir faire des choses intéressantes, formater la réponse finalement à nos clients et peu importe l'état des datas brutes qu'on peut avoir dans la base. On revient sur les slides, Steve. C'est Attention, reparti, vas-y. c'est reparti pour les slides. Et donc, une fois qu'on a vu ce mécanisme de middleware, il y a un dernier élément qui est important. Alors, je dis dernier parce que c'est vraiment je vais dire les concepts de base qu'on va retrouver. Il y a d'autres choses hein, dans Hot Chocolate. Je vous invite à aller voir la doc. Je ne peux pas faire toute la doc de Hot Chocolate. Mais on a une problématique en fait qui est assez courante quand on fait du développement d'API, c'est la problématique du N+1 en fait. C'est-à-dire que le parent et les enfants, comment je vais récupérer les enfants, comment je vais pouvoir faire ça en une seule requête, etc. Et c'est là où GraphQL est beaucoup plus intéressant que l'API REST classique, c'est vu qu'on formate finalement la requête qu'on souhaite faire, les données qu'on souhaite récupérer, et ben on va pouvoir récupérer en une seule requête soit juste les objets parents, soit les objets parents et leurs enfants en fait. C'est complètement libre et on a le droit de faire un petit peu tout ce qu'on veut. Et en fait, les data loaders, on va rentrer dans le code, c'est ce qui va nous permettre de corriger cette problématique de N+1 qui va être quand on fait des API REST, grosso modo, d'avoir de multiples requêtes, c'est-à-dire qu'on va récupérer les parents, puis après pour chaque parent, on va les récupérer les enfants. Là, on va pouvoir optimiser. Et puis les data loaders vont nous permettre aussi d'optimiser les allers-retours avec la base de données. C'est-à-dire que la problématique du N+1, finalement, ça va nous corriger la redondance de requêtes, le nombre de requêtes que le client va envoyer au serveur pour obtenir ses réponses. Donc ça, on va le corriger déjà par défaut, parce qu'on corrige cette problématique. Et puis en plus, on va voir que le data loader va nous permettre d'optimiser avec la base de données et du coup de ne faire qu'un seul aller-retour avec la base de données pour récupérer toutes nos infos. Donc du coup, on minimise les round trips qu'il peut y avoir entre les différents systèmes. Donc on peut repasser sur la partie code maintenant, parce que C'est sur le data reparti. loader, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est qu'il faut les faire tourner pour voir un petit peu ce que ça donne. Et ce que je vous propose, c'est de visualiser les requêtes qui vont être exécutées. Alors je ne sais pas si je vais les avoir ici, alors je vais la fermer. Donc si vous voyez quand on lance, on voit les requêtes qui passent. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va relancer ça. Alors je crois que je vais juste vérifier parce que je crois que le data loader il est déjà chargé, donc je vais juste le remodifier dans le code. Tac tac tac, dans les applications ici, Box by ID, voilà ici, on va mettre en commentaire le data loader. Hop, je vais l'enlever. Voilà. Hop, ah oui, du coup, il faut que je l'arrête. Pourquoi il me voit? Parce qu'il est déjà démarré, c'est ça? Qu'est-ce qui lui arrive? Requires restarting the application. Yes, I agree. Donc en fait, ici, on utilise Mediator pour faire la communication. Donc du coup, on récupère un objet hein, qui va être tout simplement notre requête. Donc ici, on voit qu'on lui passe en fait un ID pour récupérer un livre donné. Et Mhm. ici, on a le handler qui va nous traiter la réponse. Pourquoi celui-là, il apparaît là? Hein. Bon, c'est bizarre, les couleurs sont bizarres. Ah oui, parce que ici, j'ai pas fait ça. Voilà. Eh oui. Et voilà, ça va marcher beaucoup mieux. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va aller directement taper le repository, là, donc on va aller directement exécuter la base de données. Donc je lance ça du coup. À chaque fois, ce qui est pénible, c'est qu'il faut relancer. Vas-y. Voilà, encore un nouvel onglet, on va fermer les autres.
Donc par contre, ce qui est bien, c'est qu'on récupère à chaque fois les différentes requêtes qu'on a fait. Donc ce qu'on va faire en fait ici, on avait vu la dernière fois qu'on peut taper plusieurs requêtes en parallèle. Donc ici, on va vouloir faire une première requête qu'on va appeler A, hein, d'accord? On Ah, l'appelle un c'est petit bien. peu comme on veut. Et puis on va appeler une requête qu'on va appeler B, et qui elle va nous retourner les auteurs, par exemple. Donc voilà, moi je vais récupérer toutes les datas. Non, ce que je voulais, c'est pas ça pour vous montrer. Ce que je voulais, c'était prendre un livre, pardon. Alors on va récupérer tous les livres déjà. Je vais enlever ça. Voilà. Je vais juste en avoir besoin pour récupérer des ID, ce sera plus pratique. Voilà, et donc ici, maintenant, ce que je vais récupérer, c'est un livre dans ma première requête, dont l'ID. Ah, voilà. Je vous avais dit la dernière fois, faites attention, c'est bien des doubles codes qu'il faut mettre ici. Si on met des simples codes, ça ne marche pas. C'est parti. On va faire donc une deuxième requête qui va être globalement la même. J'aurais même pu faire un copier-coller, ça va aller plus vite. Sauf si je prends pas évidemment. Si c'est bon, j'avais pris le. Alors Allez. l'interface elle est assez bizarre au niveau des sélections, des fois ça marche un petit peu bizarrement. Et je vais prendre ce livre-là, par exemple, Le jour des fourmis. Hop. Un que j'ai lu, dis donc. Ouais, t'as lu ça. Alors du coup Ouais. on est là, bon, alors on voit la requête qui est passée. Alors, je sais pas si je peux zoomer là-dessus. Ouais, si, on peut zoomer un petit peu. Ah, c'est bien ça. On voit la requête qui est passée, donc on a bien récupéré l'ID et le title avec notre requête. La première requête, hein, c'était récupérer tous les livres, donc la requête elle est assez simple. Et ici, alors, du coup, il faut que je l'appelle B parce que sinon ça souligne. Et donc on va Oui. pouvoir suivre. Ce que je vais mettre, c'est que je vais souligner ici parce que souvent on a plein de requêtes qui passent et du coup on voit pas trop ce qui se passe. Donc là, je vais exécuter la requête. On voit bien que je récupère mes deux livres, d'accord, Mhm. en majuscule, hein. Et il s'est rien passé. Ouh. Alors je suis pas sur le bon truc, il y a un problème. Ah mais non. Eh, I know, je l'ai pas lancé. Alors soit je l'ai pas lancé correctement, soit il y a un souci, parce qu'on aurait dû voir passer la requête quand même. Donc on va relancer, on va voir ce qu'il va nous dire. Relançons. Tu n'es pas connecté à OneDrive, nous dit-on. Ouais, non mais je ferai pas de commentaires. J'ai des petits soucis. Alors attends, est-ce que c'est les faux démos ou pas? Je relance. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah ouais, non, il est planté là. Hop là. Alors, Ah, on va il le l'a régler. cassé, il l'a cassé. Ouais, j'ai des petits soucis sur ma machine. Je suis vraiment navré. Car un mec qui travaille sur Ça Mac. sent le reformatage dans pas longtemps. Alors, il croit. Hop, alors est-ce que j'ai bien ma fenêtre maintenant qui est ouverte? Yes. Et Donc si je voilà. lance ça, là ça travaille. Voilà, Il se on passe des voit trucs, il se passe des trucs, on voit tout. et il se passe des trucs et il se passe en fait qu'on a deux requêtes qui sont exécutées. Très bien D'accord? ça. Bah, c'est pas top parce qu'en fait du coup on va à chaque fois aller chercher Ah finalement oui, le alors que voyant. finalement. Oui, oui, d'accord, d'accord. Alors Alors que que le but finalement, du c'est le jeu, même. Oui, c'est la même structure de voilà, requête, donc bon. exactement. Et le but du jeu, c'est d'aller un petit peu plus loin et justement on va utiliser le data loader pour nous permettre de ne faire qu'une seule requête avec ça. C'est un des avantages du data loader, donc ce que je disais, de minimiser les round trips avec la base de données. Donc comment ça va se passer? Alors je remets juste le code ici en état pour que ça marche avec le data loader, et puis je vous montre le data loader après, donc là ça devrait marcher. Voilà, vous voyez que le repository ici, je ne corrige pas le code à côté, hein, mais on exécute bien le data loader ici. Mhm. Et donc en fait, si on va voir le data loader, c'est pas très très compliqué en fait. Où est-ce que je les ai mis? Voilà, book by ID data loader. Alors, en fait, bah, c'est une structure, ça va être plus ou moins être du copier-coller à chaque fois qu'on va récupérer, hein. Donc, on va lui passer le contexte, la factory, pardon, pour récupérer un contexte de base de données. D'accord? Et en fait, la méthode qui va être exécutée, c'est celle-ci, load batch à 5, qui va nous faire, en fait, qui va nous récupérer les éléments en fonction de leur livre et on renvoie un dictionnaire, en fait, derrière. Et ensuite, Chocolate, bah, il s'occupe de tout et c'est lui qui va gérer toute la problématique en interne. Et je vais vous montrer un autre truc juste derrière. Vous allez voir que c'est assez magique en fait. Alors, il faut savoir qu'il y a un driver pour Entity Framework, hein, qui existe, donc qui permet d'optimiser les choses aussi. Donc là, j'ai relancé cette fois-ci. On passe par le data loader. J'espère que ici, ça a l'air d'avoir marché. Alors, on va voir Run. Hop.
Et là, vous voyez, il n'y a plus qu'une seule requête qui est passée. Et là où c'est magique, c'est quand on regarde le Pas where, mal ça. vous voyez qu'il vous Mhm. prend les 2 ID en fait simultanément. Et donc il est capable en fait d'optimiser la requête grâce au data loader et donc du coup d'éviter les allers-retours avec la base de données. Mais là où c'est encore plus drôle, c'est que j'ai rien fait. D'accord? Mais on a dit que sur les livres, il y avait des auteurs. Alors je sais pas quels sont les livres qui ont des auteurs. Du coup, je vais enlever cette histoire d'ID là pour requêter directement les livres. Hop, voilà. Et là, je vais récupérer tous les livres. Je vais enlever la deuxième requête. Donc là, si j'exécute ça, je vais récupérer tous mes livres. Super, impeccable. Et là où ça va devenir très drôle, c'est que ici, je peux mettre auteur. Et puis, je vais mettre ID, first name, last name. Je n'ai, faites-moi confiance, on ne va pas dépiler tout le code. Je n'ai écrit aucune ligne de code pour faire ça, hormis avoir configuré Entity Framework et lui dire qu'il y avait des relations au niveau Mhm. de la base de données. Je n'ai rien fait. Et si je lance ça, c'est magique parce qu'il est capable d'aller me chercher les auteurs et donc de me faire la requête directement pour me ramener les auteurs alors que je ne lui ai rien dit à ce niveau-là. Et si on regarde au niveau de la requête exécutée, qu'on ne retrouve pas ici, bien évidemment, je ne sais pas pourquoi ça ne trace pas à ce niveau-là. On va juste l'arrêter, le redémarrer encore une fois. Dans Ça, c'est un dans peu... l'autre fenêtre, on n'a pas vu si c'était de l'autocomplétion sur first name et machin ou si c'était toi qui l'avais saisi. Ouais, c'est de l'autocomplétion, bon, on peut le refaire, hein, attends, Non, juste non, le temps mais que ça se c'est juste relance, pour savoir. mais C'est cool, ok, c'est d'accord. Très très autocomplété bien. en fait. En C'est fait, ici, intéressant. si tu fais CTRL espace, tu vois, tu vas D'accord, retrouver d'accord. tous les champs. Ok. Parce qu'il y a tout le schéma en fait ici est défini, donc Mhm. l'outil est capable de le faire. Par contre, voilà, je suis replanté encore. Ça, c'est le truc un petit peu pénible. À chaque fois, il faut bien penser à le fermer. Les mecs qui codent sur Minitel, c'est normal aussi. Ouais, ouais. C'est lancé, yes, ça arrive. Ok, donc même requête, on va juste se mettre là. Et on va les faire en run. J'espère qu'on va avoir une belle requête à l'arrivée. On veut. Regardez. Pif. Ici, vous voyez, from B, left join, et il va nous faire le select derrière. Et là, vous voyez qu'il récupère tout en fait, select, BID, etc. Parce qu'on n'a pas fait de projection. Du coup, j'ai pas dû configurer, je pense, la projection au niveau du programme CS. Est-ce que je l'ai mise ou pas la projection? Ah ouais, use projection. Alors je sais pas pourquoi. Là j'ai un petit bug parce que normalement il est censé me ramener que les champs dont j'ai besoin et là il en ramène un petit peu plus que ce que Mhm. je lui avais dit. Donc bon, c'est un petit détail à régler. Donc voilà ce que vont nous permettre les data loaders d'aller vraiment plus loin, d'aller optimiser, de faire en sorte que le framework il optimise tout ce qui est requêtage et nous permettre, alors vous avez vu, out of the box, d'aller requêter des collections en fait qui sont sous-jacentes. Il faut savoir que là c'est parce qu'on a le driver, enfin je suppose fortement c'est parce qu'on a le driver Entity Framework qui fait le job. Sinon on va devoir faire, si on veut faire ça en fait concrètement, normalement on doit faire, alors hop, si je reviens sur la partie code, voilà, notre data loader ici, c'est un type batch data loader. Donc il va nous récupérer en fait un seul élément par un élément. En fait, ça c'est quand on fait plutôt de la relation 1-1, on va dire. Et quand on va faire de la relation 1N, typiquement entre un livre et un auteur, on va utiliser un grouped data loader qui va nous permettre de faire le job. Là, je suppose, j'ai pas eu besoin de le coder. Normalement, on aurait à peu près la même syntaxe. La seule différence, c'est qu'au lieu de renvoyer un dictionnaire, on va renvoyer un lookup et qui va nous permettre, avec d'autres bases de données où il n'y aurait pas de driver, où il y aurait pas de surcouche, en fait, de faire ces éléments-là et d'aller charger les éléments dont on a besoin pour travailler. Voilà, on peut pas rentrer dans tous les détails de tout ce qu'on peut faire avec ce hot chocolate. Ce que je vais vous proposer par la suite, donc je pense maintenant ce sera à la rentrée, parce que je vais quand même Mhm. partir un petit peu en vacances. Oh bah le mec va en vacances quoi, c'est trop bien. Ouais, désolé. Mais c'est pour revenir encore mieux et vous Encore plus présenter un truc. fort, ouais. Voilà, encore plus fort, encore mieux. Donc ce qu'on va faire là, on a vu grosso modo comment on code un serveur, on va dire. On n'est pas rentré dans toutes les parties autorisation, authentification, etc. Bien évidemment, c'est géré par HotChocolate, mais on le verra en fait en le mettant en œuvre directement la prochaine fois. On fera du front. On verra avec Angular en fait comment on va pouvoir travailler avec notre serveur GraphQL.
Voilà, donc ça sans doute sur fin août, je pense. Ouais. Oh, attention, nous avons un petit... ouais, un raid de Nel Simone. Merci Nel Simone. Alors, on va dire bonjour quand même aux gens qui viennent d'arriver. Alors, bonjour. Salut à tous. Merci pour le raid, Nel Simone. Alors, c'est un peu dommage parce que là, on était sur le moment où on allait dire « Hey, super, on se dit à la semaine prochaine ». Mais bon, vous allez... Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir des informations. Et je vais vous les donner tout de suite, car la semaine prochaine, dans le prochain 13h30, on va avoir du machine learning avec Véronique Pro. Je ne sais pas si on dit Pro ou Prost. Tu dirais quoi, toi, Lionel? Moi je dirais Prost comme Alain. Moi aussi, je dirais ça, comme Alain. Merci pour le follow, Réagir. Et alors, pour la suite de GraphQL, parce que ça, c'est grave cool. D'accord. Ne me remerciez pas pour cette blague. Moi aussi, je serai un petit peu en vacances. Je vais te dire quand est-ce qu'on va avoir un endroit sympa. Ça va être le 10 août. Le 10 août, pas avant, Alors, sauf si tu es en vacances aussi. Exactement. Moi, je prends de grandes vacances, puisque ce sont les grandes vacances. Donc, je reviendrai plutôt aux alentours du 20. Et, ouais. Eh ben, on verra je te ça propose, voilà, je te ouais. propose qu'on fasse ça plutôt sur le 20 août. Ok. Mais du coup, on attaquera la partie front qui est aussi intéressante parce qu'on verra qu'il y a des outils côté, alors pas spécialement côté Angular, mais côté front, qui permettent de faire du GraphQL et vraiment de faire des choses super sympas à ce niveau-là, quoi. Et Noël Simone qui nous dit GraphQL, c'est le bien. Mais oui. Alors, bonne nouvelle aussi, c'est qu'on va pouvoir mettre le replay sur YouTube, les amis. Et donc, n'hésitez pas. Alors, je sais plus si on a le. Et le code sur GitHub. Et le code sur GitHub. On vous mettra le lien. Truc de fou, truc de fou. Tout ça, ce sera sur la description du replay. Attendez, je vais vous donner directement l'adresse ici de la chaîne YouTube de Neos SDI. Bougez pas. Que je la retrouve vite fait. Hop. Neos SDI. Alors, je crois qu'il y a un petit C ici. Hop. Bougez pas. Est-ce que c'est bien ça? Pas du tout. Ça devrait être tout attaché. Pas non plus. Alors, peut-être avec un underscore. Super. Alors, je vais faire mieux que ça. Je vais le trouver avec les outils qu'on nous met à disposition, à savoir la recherche. Pourtant, Neos-SDI, ça avait l'air bien. Ben voilà, c'était ça. Voilà, regardez, Neos-SDI France, voilà. Ah, c'est parce qu'il y avait France derrière. Très important, le France. Hop là, je vous mets, bim, le lien ici. Et de toute façon, on aura un petit moubot qui nous le dira. De rien, Jou chéri. On vous dit à la prochaine fois, à savoir mercredi. Avec il n'y avait pas de question du coup, Steve. Non, il n'y avait pas de question. Non. On a des bonjours, notamment de Pezzo Di Lupo, qui nous dit bonjour, ainsi que Sacramentix 1225, peut-être sa tranche d'âge, je sais pas. Ah non, mais alors non, il fait un truc, il fait une émission à 12h25, lui, et nous c'est 13h30. Peut-être. C'est possible. T'as pas Pernod par hasard qui fait son émission non, à 13h. Non, il est décédé. Et il a arrêté ça, c'est bon. Ouais. C'est bon, on a repris le créneau. Bon les amis, merci, on vous dit à la semaine prochaine, salut. Merci à tous, bonnes vacances à tous. Ah oui, c'est vrai, bonnes vacances.